merci beaucoup pour votre invitation. Grand plaisir de pouvoir parler avec votre directeur qui parle le français et le tchèque aussi. Donc deux langues qui me sont proches. Спасибо большое за приглашение. И мне приятно говорить с вашим директором, который говорит на двух языках, французском и чешском, которые также мне близки. Et je suis très heureux d'être ici parce que, bien entendu, pour quelqu'un qui, comme moi, s'intéresse à l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, les derniers 6 mois ont été, même à distance, une période très intense, très dramatique, et j'ai essayé de suivre, autant que faire se peut, ce qui se passait ici, et je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous. Je suis venu surtout pour avoir un échange avec vous, pas pour faire une longue conférence. C'est surtout l'échange qui m'intéresse. Ну и Центральная и Восточная Европа меня интересовала, особенно последние 6 месяцев, в течение которых происходили такие вот драматические события, и я следил за ними. Ну и я приехал сюда не для того, чтобы читать вам длинную лекцию, в общем-то, для того, чтобы иметь возможность обменяться с вами теми идеями, которые вас интересуют. La crise ukrainienne est une crise qui a une dimension européenne. Европейский кризис, он имеет... Украинский кризис. Извините, это я оговорился. Украинский кризис, он имеет такое измерение европейское. Et la crise européenne a des conséquences, a des implications pour l'Ukraine. А европейский кризис, он имеет и последствия и для украинского кризиса. Il y a les deux crises. То есть существует два кризиса. La crise interne de l'Union européenne et la crise externe pour l'Union européenne, qui est celle de l'Ukraine. То есть внутренний кризис, речь идет о внутреннем кризисе в Европейском Союзе, и внешний кризис, внешний для Европейского Союза, то есть это кризис в Украине. Et si vous voulez une illustration de la simultanéité des deux crises, c'est les deux élections. Vous aviez dimanche une élection présidentielle ici, le choix démocratique d'un président pour l'Ukraine, et nous avions en même temps une élection au Parlement européen. Dans les deux cas, il y avait un enjeu démocratique, national, mais qui n'allait pas forcément dans la même direction. Ну и вот хорошим примером такой одновременности событий являются выборы, которые произошли в воскресенье. То есть в воскресенье в Украине происходили демократические выборы президента, и одновременно в Европейском Союзе происходили выборы в Европарламент, которые, так сказать, имели влияние, так сказать, на демократию и национальные аспекты. И эти, так сказать, выборы, они шли в разных направлениях. Dans le cas ukrainien, nous voyons, je dirais, le prolongement ou on espère la dernière phase dans la construction d'un État post-impérial, d'après la dissolution de l'Union soviétique, et donc l'enjeu de cette élection concernait à la fois la souveraineté de l'État et la démocratie. Les deux questions, la question nationale et la question de la démocratie, étaient intimement liées. Ну, что касается украинских выборов, это является продолжением и, надеюсь, последней фазой построения государства. И поскольку это имеет значение для суверенитета и для демократии в Украине. Dans le
dans le cadre des élections européennes, nous sommes dans une phase différente. Il ne s'agit pas de l'aboutissement de la désintégration d'un empire, mais au contraire, la découverte des limites de l'intégration européenne, l'intégration supranationale, qui est un processus amorcé il y a plus de 60 ans, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et qui aujourd'hui trouve des résistances, des limites, des remises en cause. Et je vais, si vous le permettez, dire ensuite quelques mots sur la crise européenne, ça peut vous intéresser, la crise de l'Union européenne, et ensuite dire quelques mots sur les implications que cela peut avoir pour l'Ukraine et plus généralement, disons, la relation de l'Union européenne avec son voisinage oriental. Что касается европейских выборов, это как раз такой вот этап, который касается определения пределов интеграции европейской, которая началась еще 60 лет назад, после Второй мировой войны, и он как раз и это показывает и европейский кризис. И я дальше буду говорить вам, расскажу вам, с вашего позволения, вот о европейском кризисе, и потом, каким образом он влияет на события, на кризис в Украине. Sur la crise européenne, disons, renationalisation et montée des populismes. C'est ainsi qu'on pourrait résumer les résultats des élections de dimanche dernier. Et je vois 4 éléments principaux à retenir, 4 enseignements pour l'état de l'Union. Vous avez aux États-Unis, le président fait un discours sur l'état de l'Union. Je ne vais pas faire un discours sur l'état de l'Union européenne, mais les élections nous donnent quelques enseignements pour analyser ou appréhender l'état de l'Union européenne aujourd'hui. Ну, что касается выборов, они как раз засвидетельствовали рост национализма и рост популизма. Ну и здесь, сказать, можно очертить 4 основных элемента в результате этих выборов. Ну и как в Соединенных Штатах президент выступает с речью о состоянии, ну, естественно, ироническое сравнение со Штатами, то есть когда делается, речь произносится о состоянии, сказать, этого союза, я также вам, может, расскажу немножко об этом, о состоянии Европейского союза. Premier élément, poussée du souverainisme, du nationalisme et remise en cause de l'intégration européenne. Ça, c'est la première tendance. On l'a vu, c'est des partis nationalistes, populistes, de droite et parfois d'extrême droite. Ну, первый элемент – это рост как раз национализма, подвергание сомнению европейской интеграции, и очень часто это партии националистической, правые, и часто это крайне правые партии. Je ferai une distinction entre l'Europe du Nord, où le thème principal de ces partis, c'est l'immigration, et ils accusent l'Europe d'être responsable. Я здесь сделаю различие, так сказать, выделю северноевропейские страны, которые обвиняют, так сказать, в том, для них они определили, что основная проблема это вопросы иммиграции. Они обвиняют в этом Европу, поскольку, так сказать, что такое Европа, Европейский Союз, это открытие границ. Ça, c'est le Front National, UKIP en Grande-Bretagne, regardez le parti danois, regardez le parti autrichien FPÖ,
qui a fait 20%. Bref, ça, vous avez vu ces parties-là. Dans l'Europe du Sud, c'est plutôt une contestation de gauche sur la question sociale. L'Europe nous impose une politique d'austérité au nom de la sauvegarde de l'euro, au nom de la sauvegarde, disons, du respect des normes de déficit budgétaire, etc., nous impose une cure d'austérité qui a des conséquences sociales dramatiques. Et voilà, vous avez en Grèce, numéro 1, le parti Syriza. Donc vous avez là, dans l'Europe du Sud, Grèce, Portugal, même en Italie, le premier parti, c'est la gauche qui a poussé. Donc en Europe du Sud, les pays qui ont le plus souffert de la crise, vous avez plutôt la question sociale et la poussée à gauche. Ну, представителями таких вот крайне правых партий являются Фронт Националь или Национальный фронт во Франции, в Великобритании есть, в Дании. А что касается европейского юга, стран юга Европы, там несколько иные претензии, там больше это левые движения, которые, собственно, больше предъявляют претензии социальные. Это связано с тем, что Европейский Союз, естественно, выдвигает ко всем странам бюджетные требования, то есть требования не превышать определенный процент бюджетного дефицита, и поэтому там больше в таких странах, как Греция, в которых есть такое левое движение, достаточно заняло много мест, как Сириза. В Италии тоже левая партия вышла на первое место, ну и Португалия также. En gros, pour les nationalistes de droite comme pour des populistes de gauche, qui est responsable de notre malheur? C'est l'Europe. Ну и как для националистов правых, так и для левых виновата в этом Европа. Donc on demande moins d'intégration, on pousse, on soutient des partis qui remettent en question l'intégration européenne. То есть требует, так сказать, ослабить интеграцию и поддерживают те партии, которые хотят ослабить единство в рамках Европы. Deuxième aspect de la crise, je peux aller plus vite là-dessus parce que peut-être ça vous est plus familier, c'est la crise économique et financière qui nous est venue des États-Unis en 2008. Il ne faut pas oublier toujours que l'origine de la crise vient de Wall Street, c'est là qu'a été le grand krach financier. La crise financière qui est devenue une crise économique et qui est devenue une crise sociale avec le taux de chômage qui monte. Et donc, dans la crise, nous avons découvert une nouvelle division de l'Europe, un nouveau clivage dans l'Europe. Pendant 20 ans, des gens comme moi se sont occupés de la façon de surmonter le clivage Est-Ouest en Europe. On appelait ça l'élargissement de l'Union européenne, comment intégrer les pays d'Europe centrale et orientale dans l'Union européenne et, en gros, faire une sorte de convergence par l'intégration européenne entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Surmonter l'héritage du rideau de fer. Voilà, c'était ça l'objectif des 20 dernières années. Ну, а второй аспект я на нем меньше сосредоточусь, поскольку он вам более, так сказать, понятен. Речь идет о финансово-экономическом кризисе, который возник в 2008 году. Началось это с финансового кризиса в США, то есть, так сказать, крах произошел финансовый. И если раньше говорили, еще 20 лет назад мы говорили о том, что было разделение в Европе, так сказать, по оси Восток-Запад, поскольку это было связано с расширением Европейского Союза. И речь шла о том, чтобы, так сказать, обеспечить эту конвергенцию, слияние Востока и Запада Европы, которое существовало вследствие наличия железного занавеса. Dans la crise, nous avons découvert le primat d'un autre clivage, le clivage nord-sud. То теперь мы увидели, в общем-то, другое смещение, разрыв по другой оси. Это север-юг.
c'est important pour la perception qu'ont les Européens de leurs problèmes et où sont les enjeux. Aujourd'hui, pour une bonne partie des Européens, l'enjeu, il est au sein de l'Europe et il est dans le clivage nord-sud. Comment éviter l'éclatement nord-sud de l'Europe? Et si vous voulez un indice pour mesurer la tension nord-sud, vous regardez les taux d'intérêt de la dette des pays du Nord et du Sud. Si vous avez l'Allemagne avec un taux d'intérêt de la dette publique à 1%, et si vous avez la Grèce à 15% et l'Italie à 7%, c'est une façon de mesurer, une parmi d'autres, de mesurer la tension nord-sud au sein de l'Union européenne. Ну и вот этот разрыв, разделение по оси север-юг, оно стало достаточно серьезным. И чтобы показать, насколько, так сказать, вот таким как бы показателем вот этого разделения север-юг можно показать процентная ставка по государственным долгам. Если для Германии она составляет 1%, то для Греции 15%, а для Италии 7%. То есть какая вот видно разница между северными и южными странами. Et la réponse à la crise, dites-moi si je parle trop longuement de la situation en Europe, vous, ce qui vous intéresse, c'est plus les conséquences pour l'Est. Donc je laisse peut-être tomber le développement là-dessus. Je dirais simplement la façon dont l'Europe a voulu répondre à cette crise économique, financière, sociale, la crise de l'euro, de la zone euro, qui est le cœur du projet européen, eh bien, c'était une réponse, je dirais, technocratique, c'est-à-dire le primat des politiques sur la politique. En anglais, on dit policy instead of politics. Donc, vous dites, il n'y a plus de choix politique. La pression des marchés est telle que vous devez faire cette politique d'austérité, d'économie, de restriction budgétaire. Il n'y a qu'une politique. Évidemment, si vous faites ça, vous éclipsez le débat politique droite-gauche classique, vous mettez en avant l'idée qu'il n'y a qu'une seule politique, celle, disons, qui correspond à la pression des marchés, mais vous réveillez le populisme, parce que le populiste, il s'en fiche des politiques, il s'en fiche de policy. Le populiste, il demande politics, le primat du politique. Ils ont des réponses simples à des questions compliquées. Et donc, il y a un leader fort qui crie très fort, et il crie généralement contre l'Europe des technocrates qui non seulement nous impose l'austérité, mais fait disparaître le débat politique. Но если я слишком, может, много говорю о европейских проблемах, если это так, вы можете меня остановить. Ну, в общем-то, чтобы возникает необходимость решить проблему еврозоны, потому что зона евро это, в общем-то, основной проект Европы. И возникает уже вопрос, ну, не политики, но тут вряд ли найдешь слово или в украинском, или в русском, это policies и politics. То есть речь идет не о том, чтобы как-то проводить различные, так сказать, политики, а возникает уже требования вот только делать так, поскольку это связано с политикой экономии, каких-то ограничений, и по существу дебаты политические, они уже исчезают. Вот требуется только делать так и иначе. И на этом фоне возникает вот такой популизм, появляются сильные лидеры, которые говорят, что вот только нужно делать вот таким образом. J'abrège les symptômes et les aspects de la crise. Je mentionne les deux derniers. Le troisième, crise donc après la crise politique, économique et financière, il y a la crise du leadership européen. Nous avons une période de crise, mais nous n'avons pas de leader. Ну, я более коротко скажу. Третий аспект этих проблем
помимо политических и финансово-экономических, это кризис лидерства. То есть существует кризис, но нет лидеров, которые могли бы решить эти проблемы. Autrefois, nous avions un leadership généralement, voilà, à différentes périodes. C'était De Gaulle et Adenauer, c'était Giscard et Helmut Schmidt, c'était François Mitterrand et Helmut Kohl. Il y avait le sentiment qu'il y avait une direction, qu'il y avait un leadership. Aujourd'hui, il n'y a pas de leader, mais il y a un pays qui émerge comme dominant, et c'est l'Allemagne dans la crise. Et nous avons donc cette situation paradoxale où autrefois, vous connaissez la phrase de Thomas Mann, il faut une Allemagne européenne pour qu'on n'ait pas une Europe allemande. Bon, c'était Thomas Mann au lendemain de la guerre avait lancé ça. Aujourd'hui, on a les deux. Если раньше были такие лидеры, как там, скажем, Де Голль, Аденауэр, там, Гельмут Коль, Франсуа Миттеран и другие, то сейчас таких вот ярко выраженных лидеров нет. Но стало вот таким... Leaderless Europe. Il y a un livre qui s'appelle Leaderless Europe. Есть даже книга «Европа без лидеров». Переводится на английский. Но есть такая доминирующая страна, как Германия. Вот. Но и, как сказал Томас Манн, нужно, чтобы Германия была европейской, чтобы избежать того, чтобы Европа не стала немецкой. Но теперь у нас les deux. А теперь у нас есть оба варианта. On a les deux en même temps. То есть два одновременно. Quatrième aspect de la crise actuelle, c'est la crise du récit européen. En anglais, on appelle ça the narrative. Четвертый это как бы аспект, это кризис нарратива. Dans la période de l'après-guerre, le récit fondateur du projet européen, c'était la paix et la réconciliation. В Европе, в послевоенной Европе, главным нарративом, главной идеей это было мир и примирение. Entre la France et l'Allemagne, il y avait eu au XXe siècle deux guerres qui étaient deux guerres mondiales. On peut même ajouter 1870, donc en moins d'un siècle, vous aviez trois guerres qui ont fini par détruire l'Europe. Enfin, il y a des historiens qui ne voient entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale comme un ensemble, une sorte de guerre civile européenne qui a amené l'autodestruction de l'Europe, qui ensuite a été éclipsée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par la Russie soviétique d'un côté et les États-Unis de l'autre. L'Europe était divisée, l'Europe était éclipsée de l'histoire. Ну и если взять только между Францией и Германией было две войны, то есть Первая и Вторая мировая война, но если еще добавить к этому войну 1870 года, то есть три войны за 100 лет. И это по существу привело к саморазрушению Европы. Некоторые, в общем-то, историки считали, что между Первой и Второй войной по существу не было промежутка мира. То есть это было как бы продолжение одной перетекания из одной в другую. Гражданская война в Европе. И это привело как бы к угасанию Европы, и поскольку с двух сторон еще были Советский Союз и Соединенные Штаты. Donc, la sortie de l'histoire, l'éclipse de l'histoire pour l'Europe, était compensée par l'idée que le projet européen, fondé sur la réconciliation franco-allemande, pouvait réintroduire l'Europe comme sujet dans ce monde divisé de la guerre, mais aussi, bien entendu, encore plus dans l'Europe de l'après-guerre froide, après 89. C'était ça le projet, disons,
oui, le projet de paix, de la réconciliation, auquel on pouvait ajouter démocratie et prospérité, parce que l'Europe n'avait pas besoin d'agiter le drapeau de la démocratie tous les matins, parce que c'était clair, il y avait une Europe qui était une Europe démocratique, et en face, il y avait le bloc soviétique. Donc, il y avait une identification relativement aisée de cette Europe qui se construisait avec la démocratie, et aussi avec la prospérité économique, parce que cette période de la construction de l'Europe coïncidait avec un formidable développement de la prospérité en Europe, et la paix, la démocratie, la prospérité, voilà, le récit de la construction européenne dans l'après-guerre était un récit qui avait le soutien très large des principales forces politiques en Europe. Ну и вот после военной Европы европейский проект, он был основан на примирении и на мире, и в этом в разделенном мире. И, естественно, Европа в того времени основывалась на стремлении к миру, к демократии, и особенно по сравнению с Советским Союзом, а также и на благополучии по сравнению опять-таки с Советским блоком. Après 89, la nouvelle variante du récit européen, de l'intégration européenne, la réunification de l'Europe. 89, qu'est-ce que c'est? Voilà, la grande chance, après l'Europe divisée, d'avoir l'Europe réunifiée et une nouvelle mouture du récit européen se construit autour de ce thème de la réunification. Et je me souviens aux innombrables débats auxquels j'ai participé, où on insistait pour dire qu'il ne faut pas parler seulement de l'élargissement de l'Union européenne, mais il faut parler de la réunification. Donc, les intellectuels d'Europe centrale, Bronisław Geremek, ministre des Affaires étrangères polonais, Václav Havel à Prague, etc., tous disaient que c'est la réunification de l'Europe, l'entrée dans l'Union européenne. C'est important parce que ça suggère que ce n'est pas seulement l'Union européenne qui devient plus grande. Hein, élargissement, vous avez quelque chose, c'est toujours la même chose, mais en plus grand. Non, ce n'était pas la même chose en plus grand, ça devenait quelque chose de différent. Et c'est ce qu'on n'a pas toujours compris. Et l'autre donc variante de ce qui s'est passé, c'était l'idée de la réunification. Ça, c'était le cœur du récit post-89. Ну а с 1989 года нарратив изменился, речь уже зашла о воссоединении. Поскольку я помню, в те времена было много дебатов, что касается споров относительно того, просто расширение ли это Европы или воссоединение. И в этих дебатах участвовали Геремек, это в то время министр иностранных дел Польши, Вацлав Гавел, и они говорили как раз о воссоединении. То есть нарратив изменился в сторону воссоединения. Поскольку если вы расширяете просто что-то, то оно как бы то же самое, но больше. А речь шла о том, что это не просто увеличение чего-то, а изменение. То есть это воссоединение. Quelle est la conséquence de cette quadruple crise européenne, de la politique, de l'économie, du leadership et du projet et du récit lui-même pour la perspective d'ouverture de cette Europe plus à l'est, mais cela vaut aussi pour le sud-est, pour les Balkans ou pour d'autres régions. Quelles sont les conséquences de cette crise? La première, elle n'est pas très agréable à dire ici aujourd'hui, mais à des amis, on doit dire la vérité. La première conséquence, c'est que quand vous êtes en situation de crise interne, de doute et même de remise en cause du projet lui-même,
au sein de l'Europe, au cœur de l'Europe. Il n'est pas aisé de s'ouvrir audacieusement, avec vision, avec générosité, vers votre voisinage, vers votre périphérie. Quand vous avez une crise interne, vous avez tendance au repli, à regarder comment résoudre votre crise interne, et vous n'avez pas forcément la capacité de vous ouvrir vers la périphérie. Ну и что касается вот последствий этого такого четверного кризиса, о котором я говорил, то есть это и политический, и финансово-экономический кризис лидерства и нарратива, это касается открытия, так сказать, к востоку, ну не только к востоку, но и к юго-востоку, потому что если взять Балканы. И первым последствием это, оно может не очень приятно вам слышать, но речь идет о том, что если у вас существует кризис внутренний, то вы, конечно, больше сосредоточены на нем, на его решении, вы менее открыты, менее strémitесь открыться к другим. Et c'est vrai qu'au moment même où l'Europe était en plein doute, il y avait la crise ukrainienne déclenchée, et c'est pour ça que les Européens ont dû la prendre comme étant aussi faisant partie d'un défi européen, une crise ukrainienne déclenchée par la signature d'un accord d'association avec l'Union européenne. Donc ce n'est pas quelque chose qui se passait là-bas et qui n'avait pas grand-chose à voir avec l'Union européenne. Non, c'était l'accord d'association avec l'Union européenne qui était le déclencheur. Ну и в то время, когда, так сказать, Европа пребывала в сомнениях, возник украинский кризис. И нельзя сказать, что этот украинский кризис никак не повлиял на Европу, поскольку в Европе это восприняли так, что украинский кризис возник в связи с подписанием или не подписанием соглашения об ассоциации. Peut-être je laisse pour la discussion la façon dont l'Europe ou les Européens ont répondu à la crise ukrainienne. On peut le faire dans la discussion. Mais ce que je pourrais dire dès maintenant, c'est que cela a certainement remis en cause la politique qui était conçue vis-à-vis de l'Ukraine dans la période antérieure et qui était, disons, la politique, ce qu'on appelle la politique de voisinage ou l'accord d'association qui était là. Pourquoi l'Union européenne n'a pas anticipé cette crise? Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi ils ont été si surpris? Première explication, ils ne pensaient pas que cet accord serait un enjeu si dramatique. Parce que si vous regardez le contenu de l'accord lui-même, accès au marché européen, premièrement. Deuxièmement, meilleure circulation des personnes, les visas pour circuler pour les Ukrainiens en Europe. Et troisièmement, des moyens financiers, l'aide que l'Union européenne pouvait fournir à l'Ukraine et qui d'ailleurs était au demeurant à l'époque relativement modeste. Et donc, on pensait que cet accord d'association était une bonne chose pour les relations avec l'Ukraine, mais personne dans la machine bruxelloise n'a imaginé que cela pouvait devenir un casus belli vu du Kremlin. Ну и мы можем в дальнейших дискуссиях поговорить о влиянии, так сказать, на украинский кризис на Европу и каким образом она это рассматривала, но можно говорить о некоторых вот аспектах. Вот, например, первый, что Европа не подозревала, для Европы это было, в общем-то, такой сюрприз, это было удивление, что вот неподписание соглашения будет таким драматическим. Поскольку для европейцев, ну что это было? Подписание соглашения об ассоциации, ну доступ к рынкам, это более
свободное передвижение людей, то есть благодаря смягченной визовой политике, ну, определенные виды помощи, которые будут оказываться Европой. То есть никто не предполагал, что это будет такой вот казус белли, то есть таким вот тем, что приведет вот к такому кризису. Et la crise ukrainienne a confronté l'Union européenne à la fois sa force et sa principale faiblesse. Sa principale force, c'est la force d'attraction. C'est ce que Adenauer appelait Magnet Europa. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui attire tous les pays. Au sein de l'Union européenne, tout le monde est déprimé, tout le monde critique l'Union européenne. Tous ceux qui sont à l'extérieur, ils veulent tous rentrer. Ну и кризис в Европе, он показал, в общем-то, кризис в Украине, он показал самой Европе ее сильные и слабые стороны. Вот если взять сильную сторону, это такая привлекательность. Это то, что называл Аденауэр магнит Европа. То есть как бы Европа притягивала как магнит, поскольку невзирая на то, что в Европе там и несколько, так сказать, разочарований и уныния внутри, но те, кто находится за пределами Европейского Союза, они очень стремятся туда. En anglais, on dirait why is it so bad if it is so good? Tout le monde veut rentrer, et dès qu'ils sont rentrés, ils commencent à critiquer le projet. Regardez la participation électorale des nouveaux membres d'Europe centrale. Slovaquie, 13%, les Tchèques, 18%, Polonais, 21%. Parlement européen, cannot be bothered. Ну и посмотрите, вот... L'indifférence. Ну, как говорят по-английски, что почему это так плохо, если это так хорошо. То есть, с одной стороны критикуют, а с другой стороны, вот взять участие восточноевропейских стран в выборах, то очень низкий процент участия. Там Словакия там 13%, Чехия 17%, там Польша. То есть, с одной стороны критикуют, но с другой не участвуют. Donc, ça c'est le premier attrait, Magnet Europa. La faiblesse que l'Europe découvre dans la crise ukrainienne, et l'attrait bien sûr de voir que ça s'appelle Euromaïdan. Bon, il y a le euro, le nom. Donc l'idée qu'on peut, vu de l'extérieur, considérer le projet européen comme quelque chose qui vaut la peine de descendre dans la rue. Ça, il n'y a pas beaucoup d'Européens aujourd'hui. C'est une grande leçon que vous nous avez donnée, de peut-être relativiser nos difficultés internes et de mesurer l'importance du projet lui-même. Ну и в общем-то, само название Евромайдан, это как раз свидетельствует о том, что речь шла о том, чтобы, так сказать, идти в направлении Европы. И это нам позволяет, в общем-то, самим европейцам как бы понять относительность, так сказать, нашей слабости и понять, что наши сильные стороны, привлекательность нам. La faiblesse que l'on a découverte dans la crise ukrainienne, elle est le revers de la médaille de son attrait. L'attrait de l'Union européenne, c'est vous voulez vous rapprocher de l'Union européenne, voilà les conditions, voilà les normes partagées. Vous entrez dans un espace de l'état de droit, des normes partagées, de valeurs démocratiques partagées, et voilà, plus vous vous rapprochez du cœur de l'Union européenne, plus vous partagez ces normes de droit, plus vous partagez ces engagements démocratiques. C'est en gros ça la logique de l'attrait. On a appelé ça la capacité transformatrice de l'Union européenne pour les pays qui souhaitaient adhérer à l'Union européenne. Mais dans la crise, on a dit, ça c'est
la puissance normative de l'Union européenne, si vous voulez. Mais on a découvert dans la crise l'autre côté, l'autre face, qui était sa faiblesse, à savoir que la puissance normative, ça marche avec ceux qui veulent se rapprocher de l'Union européenne. Mais nous vivons dans un monde où il y a, surtout depuis une dizaine, une quinzaine d'années, le retour de la logique de puissance. Je peux continuer? Moi, je peux continuer. Malheureusement, ma mémoire tamponnée, ça n'est pas si grande que ça. И речь идет о том, что как бы слабость это как бы обратная сторона медали. Если происходит сближение, то, естественно, для сближения с Европейским Союзом необходимо придерживаться определенных условий, то есть обеспечивать правовое государство, обеспечить различные правовые нормы. И в Европе говорили так называемой преобразующие способности Европейского Союза, то есть те страны, которые стремятся в Европейский Союз, они как бы производят определенное преобразование, меняют свою нормативную базу, чтобы сблизиться с нормами, существующими в Европе. Но, с другой стороны, за последние 10-15 лет существует, в общем-то, тенденция в мире, так сказать, большее влияние оказывает мощь государства, а не право. Au lendemain de 89, cette vision européenne était: nous allons essayer d'élargir le modèle européen de la paix par l'interdépendance, de la puissance normative, ce que j'ai décrit ici, le non-recours à la force. Nous allons essayer d'élargir ça à l'échelle internationale. C'était ça l'idéologie post-89 de l'Union européenne pour le monde. C'était ça l'espoir que cet exemple européen pourrait s'étendre, pourquoi pas à l'Amérique latine. Il y avait le Mercosur. En Asie du Sud-Est, il y avait la volonté aussi de créer un ensemble de coopération régionale, etc. Donc il y avait cette idée que le modèle européen, ce que j'ai brièvement résumé, pouvait avoir une dimension, disons, internationale, pourquoi pas planétaire. C'était ça l'idée de l'après-89 européen. Ну и после 1989 года вот идея существовала о расширении таких идей и подходов, то есть что все взаимосвязано, и речь шла о том, чтобы использовать вот эту нормативную мощь Европы и расширять ее не только в Европе, а почему бы и нет и в других частях света, скажем, как в Латинской Америке был такой проект Меркосур, были такие же проекты такого же типа и в Восточной Азии. То есть речь шла о том, что европейский проект, он принимал уже такое измерение международное и, в общем-то, мировое. Force est de constater que depuis une quinzaine d'années au moins, ce scénario, cet espoir ne s'est pas vérifié et que nous voyons, avec l'émergence de ce qu'on a appelé les BRICS, les nouvelles puissances émergentes, le retour de la logique de la souveraineté et de la logique de la puissance. Nous avons donc les puissances émergentes, la Chine, le Brésil, l'Inde, la Russie qui était inclue dans cette catégorie générale. On a l'émergence de nouvelles puissances qui considèrent que cette idylle de l'interdépendance normative, la puissance normative, cette espèce de gouvernance mondiale, société civile mondiale, droits de l'homme, échange interplanétaire, ils disent ça c'est très bien, vous les Européens continuez à parler de ça, mais nous on croit à la puissance et à la logique de puissance au sens classique du terme. Ну, остается констатировать, что через 15 лет после 1989 года, так сказать,
те все надежды не оправдались. Вот. Скорее мы наблюдаем рост новых, так сказать, мощных держав. Это вот, например, так называемый БРИКС, Бразилия, Россия, там, Индия, Китай, для которых основным все-таки является суверенитет, то есть как бы, их суверенность и мощь государств. То есть идиллия о том, что можно иметь какой-то, так сказать, как бы всемирную взаимозависимость и жить в соответствии с одинаковыми нормами, к сожалению, она разрушена, и сейчас больше эти страны обращают внимание на свою мощь. La crise ukrainienne a été pour les Européens la découverte à leur porte de la logique géopolitique, de la puissance et des sphères d'influence. Or, il se trouve que cela va complètement à l'encontre de la façon dont le projet européen était conçu. Je rappelle que le projet européen, de l'intégration européenne, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, de l'autodestruction de l'Europe que j'évoquais tout à l'heure, était construit sur la façon dont contenir la puissance. Contenir la puissance. S'était construit ce projet contre la géopolitique, contre la pensée géopolitique, contre la puissance des États par la souveraineté partagée, puisque les nationalismes et les États, c'était la guerre. Donc il fallait partager la souveraineté, il fallait refuser la logique des sphères d'influence de tel ou tel État et de la logique de la force. On comptait sur la logique du droit, de la prospérité, le commerce et la démocratie font la paix. Voilà, c'était ça la logique. Or, la crise ukrainienne confronte l'Union européenne, dans son voisinage immédiat, à une autre logique, à la logique de la puissance et de la géopolitique. Ну и украинский кризис, он как раз продемонстрировал Европе совсем иную логику, что в мире существует иная логика, это логика мощи государств и сфер влияния различных государств. То есть это совершенно противоречит проекту Европы, поскольку проект Европы он как раз заключался в том, чтобы сдерживать вот эту мощь, он был направлен на благополучие. А здесь получилось, что вследствие украинского кризиса Европа увидела, что это стоит у ее, так сказать, уже у дверей. Donc nous sommes les derniers végétariens dans un monde de carnivores. Поэтому мы как бы последние вегетарианцы в мире хищников, плотоядных. Ça c'est la première leçon de la crise ukrainienne. La deuxième concerne la perception de la Russie. Это первый урок для нас из украинского кризиса. А второй это восприятие России. On peut dire que dans l'après 91, les Européens ont peut-être, mais c'était vrai aussi, c'était peut-être encore plus vrai pour les Américains, ont peut-être considéré la Russie comme quantité négligeable. Ils étaient à genoux, l'Empire était en train d'éclater. Charles Krauthammer avait appelé ça the unipolar moment. Voilà, il y avait un moment de triomphalisme, la fin de l'histoire de Fukuyama. Il n'y a qu'une idée de la démocratie libérale et du marché qui va prévaloir à l'échelle planétaire. Bref, il y a eu ce moment de triomphalisme dans les années 90 qui était aussi un moment où la Russie était considérée comme une quantité négligeable. Ну, возможно, вот после 91 года Европа и, возможно, скорее даже в большей степени Америка, они, в общем-то, рассматривали скорее Россию как что-то такое, как слишком мелкое, незначительное. И, как Хаммер говорил, это, так сказать, как бы однополярный мир, как бы возник unipolar moment, или Фукуяма, который говорил
конце демократия. Истории. Donc là, on découvre à travers la crise ukrainienne et surtout le moment clé, ça a été l'annexion de la Crimée. La crise ukrainienne avant était perçue, était débattue comme voilà, on découvre que la politique de voisinage de l'Union européenne a provoqué quelque chose qu'on n'avait pas anticipé. Et deuxièmement, on découvre que la Russie, donc qui s'était opposée à cet accord, prolonge cette hostilité par l'annexion. C'était la première annexion depuis la Deuxième Guerre mondiale d'un territoire en Europe. Et donc là, les Européens découvrent une autre Russie et quelque chose qu'ils n'avaient ni anticipé et quelque chose à quoi ils n'étaient pas préparés. Ну и с аннексией Крыма, она, в общем-то, сначала кризис рассматривался как кризис, связанный с политикой соседства, а потом Россия, увидели Россию, которая пошла дальше, которая аннексировала Крым, то есть это первая аннексия, которая произошла после Второй мировой войны. Et donc, la question aujourd'hui, on a découvert à travers la crise ukrainienne des Européens divisés sur et la façon d'y répondre et l'interprétation de ce qui se passe en Russie ou ce qu'est la nature du pouvoir russe. Et donc, vous avez en gros, peut-être on l'abordera dans la question, mais vous avez dans le rapport à la Russie, à la Russie et au voisinage qui est maintenant un voisinage partagé, puisque ce que l'Europe appelle son voisinage oriental, le partenariat oriental, se trouve être aussi le voisinage de la Russie. Donc, bien entendu, la relation avec la Russie est là confrontée à une triple dimension. La question de la sécurité, la question de l'énergie et la question de la démocratie. Ну и Европа, в общем-то, сейчас Европа как бы разделилась с точки зрения реакции и толкования того, что происходит в России. И это касается как бы и соседей, поскольку теперь соседи Европы это и соседи России. И теперь возникли такие три основных аспекта. Один из них это безопасность, потом вопросы энергии и вопросы демократии. Sur ces trois questions, les Européens sont divisés, ou plutôt, ils ne sont pas divisés sur l'importance de ces questions. Ils vous diront oui, c'est ça les trois questions importantes, mais ils auront un ordre d'importance qui peut varier. L'ordre dans lequel ils attacheront l'importance à ces trois éléments. В этом отношении, в общем-то, Европа, она, можно сказать, что все европейцы признают важность этих трех вопросов, но тут дело касается того, скажем, порядка важности, которую они придают этим трем вопросам, этим трем элементам: безопасности, энергии и демократии. Bon, il est évident que si vous dites la question numéro 1, c'est l'approvisionnement en énergie, et vous subordonnez la question de la sécurité et de la démocratie à cela, vous avez un type de réponse. Si vous dites non, c'est la question de la sécurité qui est la question première, donc il faut trouver un modus vivendi et on subordonne les questions de l'énergie ou de la démocratie à cela, bien entendu, vous avez un autre type de politique. Ou inversement, si vous dites non, c'est la question de la démocratie dans le voisinage de l'Europe qui est l'objectif prioritaire, ben évidemment, vous avez une autre approche des questions de l'énergie ou de la sécurité. Donc, les Européens sont
divisés à des degrés divers sur la hiérarchie à établir entre ces trois priorités dans la politique envers la Russie. Разумеется, если вы, скажем, придаете приоритетное значение энергии, то, естественно, два остальных вопроса безопасности и демократии, в общем-то, становятся менее важными. То есть вы рассматриваете их уже под углом обеспечения энергии. То же самое, если вы ставите во главу приоритета безопасность, то ваше видение этих всех трех вопросов также изменяется, а также и демократии. То есть ваш подход и ваш образ жизни, ваш модус вивенди в соответствии с этим меняется. Conclusion pour les Européens de la crise ukrainienne. Si vous voulez compter dans le monde de demain et dans les rapports avec votre voisinage oriental, il faut œuvrer à une politique étrangère et de sécurité commune. Ça, c'est la leçon première. Deuxième leçon, vous devez élaborer une stratégie énergétique commune. C'est-à-dire, vous devez, entre Européens, élaborer une conception qui permette de diminuer votre dépendance vis-à-vis de l'approvisionnement de l'Est, vis-à-vis de la Russie. Mais vous voyez très bien que ça, c'est facile à dire ici, c'est très difficile à réaliser en pratique. Ну и тут, естественно, возникает для Европы возникают соответствующие вопросы, то есть обеспечение проведения совместной политики безопасности. И второе – это реализация энергетической стратегии совместной, то есть чтобы каким образом снизить, скажем, зависимость от поставок энергоресурсов из той же России. Ну, естественно, это легко сказать, но не так легко сделать. Je conclurai simplement en disant peut-être que le tableau que j'ai dressé de la crise européenne et de la crise ukrainienne, que l'Europe ne paraît pas, disons, toujours en capacité de répondre à l'attente qui existe ici. Néanmoins, je vois à plus long terme une façon de dépasser la crise européenne interne et la capacité de répondre à l'attente externe, celle de l'Ukraine en particulier. Et c'est, pour aller vite, la reconfiguration du projet européen en fonction des cercles concentriques. Et je vais m'expliquer là-dessus. Ну и вот как бы можно такие вот выводы сделать, что касается европейского кризиса и кризиса украинского, что сейчас в настоящий момент Европа не способна ответить на ожидания, которые существуют в Украине. То есть она еще не способна. Но я вижу в долгосрочном плане, в общем-то, как внутренние, так и внешние способности дать ответ на эти вызовы Европе. То есть речь идет о том, чтобы переконфигурировать Европейский Союз в так называемом виде так называемого концентрических кругов. Я поясню, что это значит. J'ai évoqué au départ la division Est-Ouest. C'est pendant 20 ans, pendant un quart de siècle, nous avons essayé de faire la convergence Est-Ouest au sein de l'Europe. On a découvert, au moment même où nous avons presque réalisé cet objectif, on a découvert la division Nord-Sud. Donc on a deux lignes de clivage, double ligne de clivage au sein de l'Union européenne, Est-Ouest la convergence, Nord-Sud maintenant la divergence qui met à mal le projet européen lui-même. То есть если 20 лет тому назад мы
речь шла о том, чтобы как бы сблизить Восток и Запад Европы, то потом мы увидели, что существует разрыв между севером и югом. И вот такие вот две линии, так сказать, расхождений в Европе. Comment répondre à ce défi? Premièrement, reconfigurer la géographie politique européenne, c'est-à-dire un noyau, le futur du projet européen, ce sera, je pense, le noyau le plus intégré, qui va le plus loin dans l'intégration, qui sont les pays qui partagent l'euro. La zone euro ne pourra fonctionner que si elle va vers un projet intégré beaucoup plus poussé. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie commune si vous n'avez pas une politique budgétaire, fiscale, etc. convergente. C'est une des leçons de la crise de l'euro. Donc un noyau, entre guillemets, fédéral ou fédéralisé, quasi fédéral, au cœur de l'euro. Ça, c'est le noyau central. Ну, во-первых, я вижу, вот, каким образом это может быть вопрос решен. То есть это переконфигурировать географически Европейский Союз. То есть как бы где ядром были бы самые интегрированные европейские страны. То есть это речь идет о странах зоны евро. То есть если они работают в зоне евро, то неизбежно необходимо, чтобы у них была все более сближалась бюджетная и налоговая политика. То есть чтобы возникло, скажем, такое квазифедеральное образование. Le second cercle, c'est l'Union européenne élargie. Pourquoi pas élargie, hein? C'est-à-dire plus souple à l'intérieur, plus ouverte à l'extérieur. Et à ce moment-là, même les Britanniques qui pensent à sortir de l'Union européenne peuvent trouver cette union plus accommodante. Et si c'est une union plus souple, moins exigeante, elle pourrait accueillir de nouveaux membres, pourquoi pas pour commencer ceux avec lesquels on négocie déjà, c'est-à-dire les pays des Balkans. Donc, possibilité de poursuivre l'élargissement du second cercle. То есть второй как бы круг, речь идет об остальных странах, то есть этот круг будет более расширенный, с одной стороны он более будет гибкий внутри и более открытый наружу. И даже, в общем-то, Великобритания, которая, в общем, возражает и имеет возражение против участия в Европейском Союзе, их бы могло это устроить. Et le troisième cercle, c'est celui des voisinages et qui comprend bien sûr au premier rang l'Ukraine. Quelle est l'importance là? Ce n'est pas de faire des cercles comme si c'était des cercles étanches, fermés. L'importance de ces cercles, c'est qu'il existe des passerelles entre chacun. C'est-à-dire donner la liberté de choix à chaque pays de décider s'il veut appartenir au premier cercle, rester dans le second cercle, et passerelle entre le second et le premier cercle, c'est l'adhésion à l'euro. Et la même chose pour le troisième cercle, pour l'Ukraine. Il faut que l'Union européenne modifie sa politique de voisinage telle qu'elle avait été conçue pour au moins formuler la possibilité pour l'Ukraine à terme de s'arrimer à l'Union européenne. Et pourquoi pas donc une passerelle entre le troisième et le second cercle. Et si demain ou après-demain on veut passer du second au premier cercle, c'est le choix libre de chaque pays. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. En pleine crise de l'euro, l'Estonie et la Lettonie ont choisi d'adhérer à l'euro. Ils ne l'ont pas fait pour des raisons financières, puisqu'il y avait des doutes sur la monnaie commune. Ils l'ont fait pour des raisons politiques, parce qu'ils veulent appartenir au cercle, au noyau fondateur de l'Union européenne. Hein? Il y avait un roman de Solzhenitsyn qui s'appelait Vkruge Piervo. Bon, si vous voulez, ce n'était pas le même cercle, hein. C'était un cercle d'un autre genre.
Et là, si vous voulez, c'est le choix libre de chacun, les Estoniens, les Lettons, en pleine crise de l'euro, où tous les articles dans les éditoriaux, est-ce que l'euro va survivre, est-ce que l'Europe va survivre, est-ce que ceci, est-ce que cela, non. Eux, ils disent, on veut adhérer à cette chose qui est menacée soi-disant de disparition. Nous voulons y adhérer parce que nous avons des raisons, c'est un choix politique d'appartenance. Personne ne vous force d'y adhérer. Mais c'est un choix, et chaque pays, y compris l'Ukraine, doit avoir le choix libre d'adhérer au cercle auquel il veut appartenir. Ну и третьим кругом могли бы быть страны-соседи, вот, страны такие, как и Украина в том числе. И следует сказать, что это, вот эти круги, они, в общем-то, не закрыты, то есть между ними нет закрытого пространства. То есть существует свобода выбора для стран. То есть каждая страна может выбрать, то есть будет ли она находиться только во втором круге и не переходить в первый круг, то есть в зону евро. Это ее свободный выбор. Вот, например, как Эстония и Латвия сделали выбор перейти в зону евро. Хотя сейчас как бы кризис Европейского Союза, кризис зоны евро, и все время идут дебаты о том, что станется с евро и, так сказать, не распадется ли эта зона. Они, тем не менее, сделали выбор, поскольку это выбор политический. Они хотят находиться в первом круге, так сказать, как бы в круге, в ядре Европейского Союза. Ну и была ссылка в круге первом на произведение Солженицына в круге первом, хотя несколько эти круги отличаются. Et c'était mon dernier mot. C'est la question ukrainienne qui est posée à tous les Européens, c'est la question du libre choix d'appartenance ou non-appartenance aux différents cercles d'intégration européenne, à la nouvelle architecture européenne qui se décide. Ce qui est en jeu en Ukraine, pour tous les Européens, c'est la question du libre choix. C'est là-dessus qu'était fondé le projet européen. Ce n'était pas comme l'Union soviétique ou le pacte de Varsovie, un choix imposé. C'était, contrairement à ce que disent les nationalistes, c'était un choix librement consenti de chacun. Eh bien, nous voulons que l'Ukraine aussi puisse jouir de ce libre choix. Ну, это, собственно, последнее, что касается Украины. То есть это чисто должен быть ее свободный выбор, если она хочет присоединиться к этому кругу. И, естественно, это, опять-таки, свободный выбор это нельзя сравнить со странами, бывшими странами Советского Союза или там Варшавским договором, то есть где не было свободного выбора. Здесь же свободный выбор, то есть это зависит в том числе от Украины, захочет ли она присоединяться к этому кругу.